après avoir remercié nos chers téléspectateurs et puis téléspectatrices, je n'oublie pas, de rester pendant 1 heure à nous écouter. Mais je crois que c'est intéressant, je crois que c'est passionnant, surtout lorsque vous avez des gens comme Daniel Marceline. Ravi de vous retrouver. Mon cher ami. Ravi d'être avec vous. Emmanuel Derrina. Et puis, j'avais dit ma petite fille, mais désolé, Frédéric. Merci beaucoup, papa. Oui. Et puis, il nous manque Christian, parce que Christian est frappé par la grippe. Faites attention à cette grippe, parce que beaucoup de gens décèdent, beaucoup de gens ont des atteintes pulmonaires et ne tiennent pas là, ne résistent pas à ce vilain virus. Alors, je voudrais vous dire rapidement, pour évoquer l'élection qui a vraiment défrayé l'opinion publique, c'est l'élection de M. Trump. Et j'ai retenu un aspect, c'est cette nouvelle façon que nous aurons dorénavant de nous saluer, de nous dire bonjour. Technique, s'il y a quelque chose qui peut expliquer ce que je voulais dire. Ah oui. Voilà, vous avez vu comment ça se passe? Ouais. Alors, normalement, c'est comme ça qu'on va faire. Je ne vais pas le faire là parce que j'ai une ankylose du bras. Mais on lève le bras comme ça, à la presque horizontale, et on dit que c'est le salut romain. C'est nulle idée d'imaginer que ça puisse être un salut fasciste ou fascisant. D'accord? Actualité. Plainte contre la vie chère, une action citoyenne ouverte à tous. Madame Marceline. Oui, alors il s'agit, pour remettre les choses un peu dans leur contexte, le journal Libération a fait sortir un article au début du mois de janvier, Exact. Dans lequel il indiquait qu'il avait obtenu des renseignements d'un ancien cadre de GBH qui était dans le secteur automobile de GBH, qui indiquait que GBH pratiquait des marges 3 à 4 fois supérieures à celles de l'Hexagone et qu'il s'accorderait avec la concurrence sur l'élaboration des prix. Ça, c'est ce que dit Libération. À la suite de ça, il y a une plainte qui a été déposée et la plainte a été déposée au nom de 4 personnes. Elle s'intitule « Plainte lanceur d'alerte » au nom de 4 personnes, les mêmes 4 personnes qui ont assigné le groupe GBH pour le dépôt des comptes sociaux. Et cette plainte indique, l'avocat indique qu'on peut, en téléchargeant sur une plateforme, se procurer un formulaire et n'importe quel citoyen peut également déposer la plainte. Et c'est une plainte contre X pour entente abus de position dominante. Donc, on est dans un secteur qui est le secteur de la consommation. Alors déjà, ce qu'on peut dire, personnellement, moi je considère que saisir la justice, ça ne me choque pas, ça ne me gêne pas. Moi je trouve que c'est plutôt le signe d'un état de droit. À partir du moment où il y a des institutions, on peut se réjouir qu'il y ait des possibilités de saisir une institution. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est de savoir si on ne cherche pas à instrumentaliser la justice. Et pourquoi cette question me vient? C'est en examinant les plaintes, sur la forme et sur le fond. Sur la forme, la plainte est intitulée « Plainte lanceur d'alerte ». Les termes ne sont pas innocents. Hein. Lanceur d'alerte, c'est un statut. La loi encadre le statut de lanceur d'alerte. Mais précisément, alors moi, ça m'a permis, puisque bon, je suis d'aller voir. Et je constate que le lanceur d'alerte, il ne peut pas avoir ce statut s'il parle de choses dont il a eu connaissance par des tiers. Or, la plainte, la pièce jointe à la plainte, c'est l'article de Libération. La seule pièce. L'unique pièce. L'unique pièce à l'appui de la plainte, c'est l'article de Libération. Donc déjà, irrecevable. Ils ne sont pas lanceurs d'alerte. Mais alors, ils pourraient se retrouver dans un statut... Simple citoyen. Oui, et ils utilisent le terme de plainte collective. Oui. Alors ça aussi, c'est ambigu, parce qu'il y a ce qu'on appelle les actions de groupe. Et les actions de groupe, c'est effectivement le domaine de la consommation. Ça aurait été possible, sauf qu'ils ne remplissent pas non plus les conditions pour être une action collective. Alors, revenons donc à la plainte de citoyen lambda. Le citoyen lambda qui donc porte plainte, il porte plainte contre X. C'est intéressant. La plainte n'est pas contre une entreprise en particulier.
Alors, je me pose la question, comment peut-on porter plainte contre X en abus de position dominante? Il y a forcément quelqu'un Qui Ah ben, abuse, et ben qui oui. domine. Alors, Quelle position? quand on regarde la plainte, il n'est question que de GBH. hein. Oui. Le X, franchement, c'est une farce, parce qu'il n'y a que GBH. Mais l'article de Libération parle de quelqu'un qui dénonce des faits qui se seraient produits dans le secteur automobile. Or, la plainte, c'est toute la question de la vie chère et de la distribution. Donc, revenons aux fondamentaux. Abus de position dominante, ça veut dire qu'une entreprise use dans le marché soit une situation de monopole, soit de moyens qui fait qu'elle domine ce marché. Question, est-ce que GBH est dominant, monopole, dans le secteur automobile ou dans le secteur de la grande distribution, puisque ce sont les deux secteurs? Il n'y a rien, mais vraiment dans la plainte, il n'y a rien pour le dire. Si on fouille, on sait qu'on a la réponse, c'est que c'est non. Alors, ce que je me dis, c'est que ça, on utilise, en fait. Moi, encore une fois, le fait qu'on saisisse la justice, ça ne me gêne pas. Mais j'aimerais bien que ce soit sur des choses sérieuses et approfondies. C'est-à-dire qu'on se donne la peine de donner un certain nombre d'éléments. C'est comme si, en fait, on dit au procureur, écoute, il y a un journal qui a dit ça, fais ton boulot, va chercher. Va contrôler. Ben alors, si maintenant, c'est ce qu'on attend de la justice, c'est que quel que soit le journal qui dise quelque chose, mais comment la justice pourra-t-elle se consacrer à des dossiers qui sont des dossiers sérieux, qui sont des dossiers fournis? Donc, moi, je crois que de la même façon que les réseaux sociaux ne sont pas des médias d'information, les journaux ne sont pas la justice, mais ils peuvent ils peuvent parler de faits, mais donc, il nous importe, et je pense qu'il faut que nous soyons des citoyens responsables. On n'est pas là pour abreuver tout ce qu'on nous dit. On est capable d'exercer notre esprit critique. Et en l'occurrence, j'avoue être restée sur ma faim parce que je n'ai pas vu d'éléments qui nécessiteraient une enquête approfondie. Donc, c'est tout ce que je peux dire en l'état. Parmi les choses étranges, parce que cette plainte a été quand même déposée, rédigée par un juriste, par un avocat, il y a le fait de s'appuyer sur un article de presse qui lui aussi s'appuie sur des documents qui ont été dérobés, volés par un cadre et soumis à l'appréciation du journal. Donc, utiliser l'objet d'un vol, l'objet de l'arsen, ça s'appelle du recel. Alors, nous sommes là maintenant, nous nageons maintenant vraiment dans des choses étranges. Et je suis surpris de voir que technicien, qu'un juriste puisse faire ça. Bon, ça, c'est cuisine entre nous, on n'a pas critiqué, il fait ce qu'il veut, il a le droit. Par contre, ce que je veux dire, c'est qu'en faisant cela, on réactive une sorte d'animosité sociale, qu'on donne une sorte de résonance à des choses qui ne sont, comme tu l'as très bien expliqué, techniquement pas fondées. L'existence de monopole, d'oligopole, ça n'est pas encore établi techniquement. Ça reste de la littératie, de la littérature. Ça reste des propos lancés en l'air comme ça pour fomenter une sorte de révolution permanente, une sorte d'esprit de mal-vivre. Et quand on est comme ça et quand le ressentiment existe au sein d'une société, je dis ça très simplement, on n'est pas heureux, on ne vit pas bien ensemble, et puis on est malade, et puis le virus de la grippe qui roule là, c'est pas un cliché. Et bien, il vous bouffe parce que vous êtes dans une angoisse permanente, plus les problèmes de la vie, plus la feuille d'impôt qui tombe. On a une responsabilité sociale quand on est lanceur d'alerte, quand on est juriste, quand on est citoyen, quand on est cadre qui a peut-être été licencié, de ne pas utiliser ainsi n'importe comment, n'importe quoi. Tant et si bien qu'il y a un groupe de Guadeloupéens excessivement responsables, qui jusqu'à maintenant, qui s'était constitué au mois de février de l'année la plus chaude du Covid, et qui m'ont interrogé, m'ont demandé qu'est-ce que je pense de la plainte. Alors, c'est à cette occasion que je me suis vraiment penché et que j'ai vu que c'est une farce, et je leur ai fait savoir. Et j'en discutais avec mon ami, notre ami commun, le professeur Romana, pour dire, mais Serge, c'est n'importe quoi. Il faut surtout dire aux intellectuels guadeloupéens de ne pas se laisser piéger par le caractère pompeux de cette plainte qu'on aurait déposée. Ça ne veut absolument rien dire. C'est du roulement de tambour sans musique qui viendra après. Le discours de politique générale de François Bayrou a suscité des réactions contrastées. Christian pas là. Alors, ce qui m'a frappé... On lui fait coucou, hein. Oui, coucou Christian, et puis Thierry Red.
Bondité, bon à tout mot, bon, tout ce qu'il faut, pas de problème. Et Voilà. médicaments aussi. Oui, oui. Ça, c'est la jeunesse. Mais non, à tout mot, puis pour un petit poche, pour un petit feu. Non, attention, on a la télévision, pas de publicité pour les alcools. Donc, ce qui m'a d'abord surpris, c'est que son discours de politique générale, il y a eu des oppositions qui existent d'ailleurs au sein du paysage politique français. Et puis qu'après, des positions très dures, très fortes, et puis après, la motion de censure déposée par la gauche a échoué. Pouf. Mais je me dis, au fond, c'est une réflexion personnelle. Mais quelle perte de temps, tout ça. Le gars fait un discours. On est à la deuxième dissolution. J'en sais plus, je suis perdu. Au troisième gouvernement, Voilà. quand même. Quand même. Ouais. Et puis, on est là, dans un parlement, des gens qui sont payés bien pour faire le travail honorable qu'ils font. Il n'y a qu'à parler, il n'y a qu'à piétiner, il n'y a qu'à piétailler. Et puis ensuite, quand il faut arriver au pied du mur, terminé, la motion ne passe pas. Alors bon, le détail, vous l'avez vu, le Parti socialiste a commencé à être conscient. Le Rassemblement national s'est dit, bon, attention, là maintenant, on a des gens qui sont dans les campagnes et qui nous regardent faire, donc il ne faut pas qu'on fasse... Il y a des conséquences très, très, très graves. Les Républicains et le Rassemblement national, ils ont, malgré tout, dénoncé un manque de fermeté du gouvernement, etc. C'est la politique traditionnelle. Bon. C'est ça qu'il y a à retenir de cette motion de censure et de ce discours. Et ce que je souhaite à ce gouvernement, c'est de perdurer jusqu'à juin pour que quelques décisions soient prises, notamment des décisions qui soient prises pour nous, pour que la mise en œuvre de la suppression de la TVA sur certains produits se fasse, que certaines mesures, qu'on enclenche la zone franche pour l'outre-mer, enfin bref, qu'on nous sorte des agriculteurs, qu'on nous sorte exactement du marasme et qu'on puisse avancer. Alors il y a un petit sujet qui est très subtil. Il n'y a que Daniel. J'allais dire que Daniel. Il y a Daniel qui pourra nous expliquer ça. C'est la protection fonctionnelle du maire de Fort-de-France et ce qui se passe autour de ça. Alors elle va nous parler de retraite anticipée, de détournement de fonds publics et de mise en œuvre de la protection fonctionnelle des élus. Bonne chance. Non, vas-y, Daniel. Alors, mais les faits sont simples. Il faut partir des faits. La ville de Fort-de-France décide en 2002 d'accompagner, d'encourager certains agents à partir à la retraite. Et pour cela, donc, ils bénéficient d'une certaine somme d'argent. Ce dispositif reçoit une approbation de l'État, puisque il y a une dérogation qui est approuvée par l'État. Donc, de 2002, donc, le dispositif fonctionne. En 2016, Serge Letchimy, qui est agent de la, même s'il est député, mais il est agent de la ville de Fort-de-France, il bénéficie de ce dispositif. Pas lui seul, hein, d'ailleurs. Oui. Pas lui seul. Non, mais il y a d'autres personnes de la collectivité qui bénéficient aussi, puisqu'ils étaient agents de la commune. Quelques années après, la Chambre régionale des comptes dépose un rapport et dit que, selon elle, même s'il y a une dérogation de l'État, elle considère qu'il n'y a pas de base légale à ce dispositif. Elle considère qu'il est inefficace et elle fait un signalement et le parquet financier, le parquet national financier, ouvre donc une enquête préliminaire. Exact. Et cette enquête préliminaire conduit à l'audition de Didier Laguerre, puisque lorsque la décision d'attribuer la somme à Serge Letchimy est prise, c'est le maire de Fort-de-France en exercice qui est Didier Laguerre. Absolument. Donc, Serge Letchimy et Didier Laguerre sont tous les deux entendus par le parquet national financier. En 2024, le maire de Fort-de-France demande au conseil municipal l'autorisation de prendre en charge les frais d'avocat qui, suite à cette procédure devant le parquet national financier. C'est ce qu'on appelle la protection fonctionnelle. Voilà, ce qui est accordé. Oui. Et l'association donc, porte plainte en disant... Comment ça s'appelle encore cette association c'est Anticorps. C'est un oubli psychologique. Anticorps porte plainte en disant le maire ne peut pas bénéficier de la protection fonctionnelle des élus. Alors, qu'est-ce que c'est que la protection fonctionnelle des élus? C'est une disposition qui permet à l'élu de bénéficier de la prise en charge de ses frais, et notamment de ses frais d'avocat,
dans 3 cas, lorsqu'il est victime d'un accident, lorsque l'élu ou ses proches subissent des violences ou des outrages du fait de leur qualité d'élu, et 3e cas, lorsque il fait l'objet de poursuites pour des faits se rattachant à l'exercice de ses fonctions ou lorsque sa gestion est contrôlée par la Chambre régionale des comptes. L'association considère que ce n'est pas rattaché à son mandat et que donc par conséquent c'est détachable et que ce qu'il a pris ne peut pas être couvert. Alors, on se pose des questions parce que c'est sa seule qualité de maire qui lui fait être aussi bien devant le parquet financier qu'avoir les remarques. Puisque s'il n'était pas maire, il n'aurait pas pu prendre la décision. Par ailleurs, les seuls cas où on n'accorde pas, c'est lorsqu'il y a des faits d'une extrême gravité ou bien des faits qui sont totalement... Je prends un exemple, totalement détachable. Vous êtes un maire, il y a un élu de l'opposition qui va l'attaquer, il va lui voler dessus, il va lui foutre une raclée. Ça, c'est détachable. Ça, c'est détachable parce qu'il a fait un acte volontaire qui n'est pas un acte de sa fonction. Donc là aussi, c'est pour faire du buzz. Moi, je considère que c'est pour faire du buzz. Alors, le détournement de fonds publics est un acte dans le cadre de ses fonctions. C'est le détournement allégué. Allégué, oui. Bon, il ne semble pas y avoir de faute personnelle ou de faute détachable du service. Tu l'as dit, je fais la synthèse. Donc, encore une fois, c'est ma conclusion. J'ai eu employé le mot. Il s'agit encore une fois de jouer au lanceur d'alerte. Mais maintenant, ça vient à la fois aussi de la Chambre que je devrais respecter, je devrais me coucher bas devant elle, mais il y a quand même des choses qui sont un peu graves dans son fonctionnement. Ces signalements qu'elle fait, qu'elle lance, ça a été le cas d'ailleurs pour le délit de favoritisme qui a été reproché à une dizaine d'élus et de fonctionnaires pour le TCSP, pour l'Organisation du transport Fort-de-France. C'est-à-dire que pour ce dossier du transport public, ça a été simplement un dépassement d'enveloppe. Dépassement d'enveloppe qui a été fait sans qu'on reprenne ce que permettait des directives européennes, sans qu'on reprenne toute la procédure pour un changement, pour l'élargissement d'une voie, pour l'adjonction d'un élément de la construction et qui a abouti à l'augmentation du prix. Donc la Cour des comptes balance au parquet financier son signalement. Le parquet financier, par réflexe comme une sorte conditionné, renvoie ça au parquet local et le parquet poursuit. Et puis ensuite, c'est parti. Ils ont volé, ils ont triché. Ici, ce pauvre DJ qui se bat avec cette ville qui l'accable et tout de suite sous le doute public. Et c'est insupportable, c'est très difficile. Et ça crée une atmosphère purulente. Ça fait partie encore des choses qu'ici, à Contretemps, nous nous contraignons à dénoncer, quelle que soit l'insatisfaction des complotistes, quelle que soit l'insatisfaction des gens qui militent tête baissée contre. Parce qu'ici, il y a un peuple de pour et puis de contre. Moi, je pense qu'il faudrait organiser une sorte de grosse manifestation avec une grosse corde. On mettrait les pour au nord, les contre au sud, et puis tous les samedis, le radio vient râler, il va tirer la corde. Le surtourisme, le mot à la mode de 2024, cet été s'annonce tout aussi bondé et chaotique. Oui, c'est impressionnant. On a l'impression que de surtourisme, c'est CNN qui l'a consacré. Ouais. Et écoutez, j'ai envie de vous donner quelques exemples de cette notion dans le monde. À l'heure où la France, en 2024, sort ses chiffres de 71 millions d'euros de recettes, notamment dues aux Jeux olympiques et paralympiques, avec une première place en tant que destination mondiale, et plus de 2 millions de visiteurs en 2023, donc avis au contre des Jeux olympiques, non. Oui, les Jeux olympiques alimentent bien une destination avec plus 12% de clientèle, notamment européenne, donc de Belges, d'Anglais, d'Allemands, de Suisses, etc. Donc, et l'Américain, bien évidemment. Donc, je voulais juste souligner que... Et tu as oublié les Japonais. Oui, les Japonais. Enfin, on a vraiment ça a été annoncé par l'AFP aujourd'hui, vraiment un beau chiffre, un beau cocorico. Bon. Et puis, juste parler de stratégie de surtourisme. Aujourd'hui, beaucoup de destinations qui avaient tablé sur le tourisme, c'est un petit peu l'envers du décor du tourisme que je vous vends, peut-être que je vous survends, mais il y a un envers du décor, c'est que Barcelone aujourd'hui, vous le savez, surchargée de touristes.
les résidents espagnols ont du mal, catalans ont du mal à se loger. Et l'office de tourisme, enfin, le comité de tourisme de Barcelone a dû changer son slogan et passer de Visit Barcelona à oui, This is Barcelona. Donc, attention, on fait un petit pas de recul, restez un petit peu, restez aux alentours, mais voilà. Restez devant la vitrine. Exactement. Et puis, on a aussi Venise et Amsterdam. On connaît bien cet exemple de Venise qui ont décidé toutes les deux d'augmenter leurs taxes touristiques et puis de bannir les croisières, les navires de croisière. Ah oui. Il y a Nice, dans les centres. Il y a Nice qui vient décider il y a 2 jours. Alors, Monsieur Estrosi, il a une double communication, il est fier et il peut l'être, parce qu'il a vraiment redoré touristiquement comme Nice, comme Aix-en-Provence a pu le faire, mais en même temps, on va se détendre un petit peu. Et Barcelone et New York ont décidé purement et simplement d'arrêter Airbnb. Airbnb, d'ailleurs, exactement, Airbnb a pris économiquement de gros coups dans l'aile avec la suppression de ces 2 destinations. Parce que, en fait, Airbnb, puis le meublé en général conçu de cette façon, réduit l'accès au logement, réduit le... oui, mais l'hôtellerie, c'est ponctuel, alors que Airbnb, on peut rester 2-3 semaines. Enfin, en tout cas, la rentabilité est bien meilleure quand on loue un appartement en location saisonnière qu'en location meublée ou encore moins en bail nu. Donc, on a un bannissement de Barcelone et de New York d'Airbnb. Copenhague a mis en place ce qu'on appelle le Copenpay. Donc, le Copenpay, c'est le fait de dire, voilà, vous avez un forfait, un transport durable, et vous accédez à nos musées, à nos centres d'intérêt, à nos loisirs, uniquement par les transports publics et de façon durable. C'est ça. Voilà, donc on a cet exemple-là. Et puis, on a aussi, plus amusant, mais une barrière anti-selfie au mont Fuji, au Japon. On ne fait plus de selfies. On ne peut plus faire comme on le faisait à proximité du mont Fuji, des selfies. Ça a été mis en place. Et puis, il y a ce qu'on appelle le destination dupe, c'est-à-dire de dire, bon, ils sont, les clients, par exemple, les touristes, sont à Bruges ou à Bruxelles. On ne va pas leur dire de repartir chez eux, mais on va leur dire d'aller, par exemple, à Anvers. À d'autres villes, pas voilà, fréquentées. découvrez Anvers. C'est intéressant. Donc, la destination Belgique conserve ses touristes, mais on va essayer de pouvoir les répartir. Donc, c'est vraiment un sujet, le surtourisme aujourd'hui. Bon, si on veut parler de la Martinique, on peut qualifier, on se croit peut-être en surtourisme en Martinique. Bon, il s'avère que nous sommes, donc je vais peut-être inventer un concept à mon tour, en sous-tourisme. Nous sommes en sous-tourisme. Oui, puisque même si on peut dire que nous avons 1 million, que nous frôlons le million, etc. Il faut bien comprendre que pour aller vite, nous avons 50% de touristes de séjour, donc le tourisme que nous imaginons classiquement, et le reste qui se répartit en tourisme de plaisance et en tourisme de croisière. Donc ce ne sont pas des touristes à forte valeur ajoutée pour la destination. Tourisme de plaisance encore moins, tourisme de croisière, vous savez qu'ils vont, ils viennent, c'est bien, il faut quelques interconnexions. Alors, il n'y a pas de chiffre, je vais te répondre, mais je prends un risque. Parce qu'il n'y a pas de, je prends un risque. Il n'y a pas de chiffre officiel. Saint-Martin a un chiffre officiel, un ticket moyen autour de $300. Ouais. On peut aller vite, 300 €, si tu veux. Pour la Martinique, des acteurs touristiques que j'ai pu entendre, nous ne dépassons pas 50. Mais pour une raison simple, ce n'est pas une question nécessairement des commerces ouverts ou pas ouverts, c'est le duty-free. Les clients croisiéristes descendent du bateau parce qu'ils veulent acheter des parfums, des produits de luxe ou haut de gamme à la française. Et mais ils sont déjà passés à des destinations où ils ont déjà fait leur marché. Oui, tout dépend du parcours, mais c'est surtout que nous, je ne crois pas qu'on propose une telle facilité de duty-free. Il y a un effet d'annonce à peu près tous les ans. Quand j'étais présidente de l'association des commerçants, on en parlait régulièrement, on m'interviewait régulièrement. Il y a des logiciels, mais en termes d'application, de fluidité d'application et de process, on attend toujours. Si vous voulez, ça a été légiféré, ça a été décidé, mais
en termes de process, voilà. Et je voulais simplement quand même finir, j'ai décidé qu'en 2025, je finis toujours par une note positive. Des interconnexions ont été mises en place avec Roissy. Donc, au niveau des clientèles européennes pour la Martinique, on le ressent. Les acteurs le ressentent, des Suisses, des Belges, etc., qui arrivent sur le territoire, il faut le dire. Il y a eu une augmentation de 20 000 touristes de séjour. Je sors d'une réunion du MEDEF, de la commission tourisme du MEDEF, et le CMT nous a confirmé qu'il y avait une augmentation de la part de tourisme de séjour de 2023 à 2024. D'accord ? Donc ce sont ces fameux touristes, pour vous parler un peu vulgairement, qui rapportent. Oui. Et nous avons aussi une clientèle canadienne dont nous avions parlé la dernière fois, qui prend des proportions de plus en plus intéressantes, qui consomme plus, qui désaisonnalise la destination, parce qu'on a une forte cyclicité en Martinique. En fait, l'Hexagone vient quand c'est l'hiver, pour aller vite, ou l'Europe, et l'été, nous n'avons entre guillemets plus personne. Donc il faut désaisonnaliser le tourisme, et ça, c'est ce qui se passe notamment avec la clientèle canadienne. J'ai néanmoins une réserve, c'est que la clientèle canadienne est une clientèle, pour moi, elle est américaine, et donc elle a des exigences et des standards alors, il nous faut monter en gamme, tant sur l'hôtellerie que sur le meublé. Il faut aussi déclarer et classer le meublé de tourisme. Donc je crois que ce sont des notes positives, mais nous avons du pain sur la planche. Du pain sur la planche, j'entends de toute la Martinique, parce qu'il faut quand même que ce pays soit un jour autonome économiquement, d'abord, avant que d'être autonome en parole, en bouche, en espoir, en cœur. Mais je fais de la politique, là, non? Un petit jingle pour qu'on parle d'un problème politique. Comme tu t'es lancé, donc je vais te laisser continuer sur une thématique classique. Est-ce qu'il faut s'excuser de la colonisation? Et puis après, on va demander à Emmanuel de donner son point de vue, de corriger ta copie. Avec plaisir. Alors, c'est une copie qui me passionne depuis très longtemps. Et j'aimerais tout d'abord parler de la perception de la notion de colonisation par quelques pays, notamment européens. 50% des Néerlandais, donc des Pays-Bas, s'en disent fiers. 32% au Royaume-Uni. 26% seulement des Français se disent fiers de la colonisation. 11% des Espagnols et 9% des Allemands. Et nous avons, au niveau même des excuses, une hiérarchie dans l'excuse, puisque bon, il n'y a pas de règles, il n'y a pas encore de processus, et je vais parler ensuite de Madame Motley du CARICOM et de ses propositions qui sont très pertinentes, mais c'est juste pour tisser un panorama. Il ne faut pas tout confondre. Il y a les excuses, il y a déjà la reconnaissance, pardonnez-moi, au niveau des degrés, ensuite les excuses, et ensuite la réparation concrète, en tout cas la proposition de réparation. Alors, les excuses, en Allemagne, il y a une reconnaissance officielle du génocide, notamment en Namibie, avec des excuses qui sont explicites. Aux Pays-Bas, des excuses pour le rôle colonial global. Au Portugal, des excuses pour le Mozambique. Alors, en Belgique, il n'y a pas d'excuses, il y a des regrets profonds. Pas d'excuses formelles. Et au Royaume-Uni, le prince William n'a pas présenté d'excuses, mais il s'est dit, il a manifesté, il a exprimé sa tristesse pour la Jamaïque. L'Espagne a refusé de formuler des excuses, en dépit de la demande du Mexique, qui lui a demandé instamment de présenter ses excuses. Et en France, Emmanuel Macron, en tant que candidat, a expliqué qu'il fallait s'excuser, et en tant que président, a finalement écarté l'idée d'excuses officielles. Donc la politique de l'excuse, bon, c'est contester des excuses aussi, puisque, il faut le dire, le côté d'excuses, si tu présentes des excuses en tant que pays, par exemple, on a beaucoup reproché au président Trudeau au Canada d'avoir présenté des excuses, même si ça a été plutôt bien reçu, mais certains ont dit oui, mais c'est l'homme blanc qui s'excuse, donc finalement celui qui fait des excuses officielles, c'est finalement le descendant du colon, de celui qui a agressé, de l'agresseur. Bon, il y a toujours des polémiques, mais en tout cas... Qui devrait faire alors, moi je crois que Madame Motley de la CARICOM, elle a développé un plan que je vais vous présenter succinctement en termes de réparation pour la Caraïbe. Et elle les formule ainsi, donc des excuses officielles des anciens colonisateurs, un programme de développement économique
des initiatives éducatives et culturelles, et puis on observe plus généralement la restitution d'œuvres d'art pillées, notamment les œuvres d'art du Bénin, et puis des exemples de démarches réparatrices. Ce n'est pas uniquement en Afrique du Sud, qui est un très bel exemple, c'est vrai, mais au Canada avec la réconciliation avec les peuples autochtones, en Allemagne la reconnaissance, je l'ai dit, du génocide namibien avec une aide quand même de 1,1 milliard d'euros, donc là on est vraiment dans la réparation dite financière, et puis l'île Maurice qui est en train de faire un travail sur les impacts économiques et sociaux durables. Pour la Martinique, et pour pouvoir être synthétique et en arriver à mon point, je pense déjà que les propositions de la CARICOM de finalement réparer ce déficit structurel, notamment avec l'État, sur notre déficit éducatif, notre déficit de santé, notre déficit social, ce sera un gagnant-gagnant. Ce sera un gagnant-gagnant parce que pour pouvoir faire France, pour pouvoir être encore mieux intégré et être au niveau de ce que finalement on parlait de ce fameux cheval à 3 pattes l'année dernière, la semaine dernière avec Eddy. On nous demande de courir comme un cheval à 4 pattes, mais nous en avons 3. Nous avons 3 pattes, donc il faudrait effectivement procéder à cette réparation. Et puis j'ai envie aussi de dire que si nous processons cette réparation, il va falloir parler de tout. Parce que je sais que c'est assez compliqué de le dire, mais il n'y a pas que la colonisation européenne. Il y a aussi le sujet de la constitution du royaume du Dahomey, l'esclavage arabe et africain, en l'occurrence le roi Béhanzin, quand on dit qu'il s'est exilé, il cherchait à négocier avec l'État français, et il s'est retrouvé en Martinique, il est arrivé avec plusieurs esclaves. Donc le président du Bénin, quand il est venu, a évoqué cette réparation aussi. Je crois que si on ouvre les dossiers, il va falloir ouvrir la totalité des dossiers, il va falloir parler à cœur ouvert, et ça va être un sujet intéressant. Et puis, je crois, en tout cas, c'est ma proposition, et je l'avais déjà formulée, c'est sans du tout imposer ou contraindre, penser un petit peu plus aux solutions économiques qui sont nécessaires. Alors, j'ai parlé à plusieurs reprises de l'ouverture du capital social des entreprises aux salariés, pas uniquement entre noirs, entre béquets, etc., mais vraiment comprendre que dans l'économie collective, dans cette intelligence de fidélisation des talents, d'alignement d'intérêts, d'avantages fiscaux, et cette ouverture économique de façon concrète, la France est très forte à ce niveau. Il y a beaucoup d'entreprises qui pratiquent déjà cette ouverture du capital social aux salariés. Le Royaume-Uni arrive juste après. L'Allemagne est un peu, entre guillemets, le mauvais élève pour le moment. Je crois qu'il y a dans cette idée de pouvoir ouvrir le capital et faire partager l'intérêt économique des entreprises en Martinique, une ouverture et une possibilité qui ferait qu'on arrêterait d'être toujours dans des clivages, dans des contradictions, y compris au niveau des syndicats qui auraient aussi leur part dans cette, j'ai pas envie de dire de cette mutualisation, mais il y aurait des intérêts économiques communs. Voilà. Je pense qu'il faut arriver à une solution d'intérêt économique commun. Donc, au-delà de la participation classique que l'on connaît et qui existe dans les institutions françaises. C'est ça, puisqu'elle est plus forte d'ailleurs dans beaucoup d'entreprises françaises. Et ne parlons pas des États-Unis qui sont un grand modèle pour cela. On connaît ces grands businessmen qui partagent avec leurs salariés parce qu'ils savent qu'ils sont ultra motivés en termes d'objectifs et qu'ils réussissent bien mieux parce que l'entreprise leur appartient. Emmanuel, sur cette dernière partie, c'est peu délicat, toi qui es de l'entreprise. Oui, enfin, Frédéric a très bien résumé le sujet. Reconnaissance, excuse, réparation. Faut-il s'excuser? Ça pose quand même des vrais problèmes, notamment le risque du révisionnisme historique. L'excuse, ça pose ce problème-là, cette difficulté. C'est pour ça que je pense qu'Emmanuel Macron est très prudent, parce que très vite, on ouvre des boîtes de Pandore. Et il faut aussi, pour être tout à fait honnête, reconnaître que le fait colonial est un fait de l'humanité depuis la nuit des temps. Enfin, l'humanité s'est développée par le fait colonial. Alors, c'est vrai qu'il s'est accéléré en Europe, mais il n'a pas épargné les pays d'Afrique, il n'a pas épargné les pays d'Asie, l'Inde avec les civilisations mongoles, etc. Donc, tout ça, c'est compliqué en permanence de devoir s'excuser du passé, qui est un passé par principe fait de douleur et de souffrance. Je ne connais pas le passé d'un pays qui n'a pas sa zone très noire. Et donc, voilà, donc c'est pour ça qu'il y a une grande prudence de certains États à rentrer dans ce processus d'excuses.
D'autant plus que concernant la France, même si tout n'est pas parfait, la France, par sa décolonisation, qui est une décolonisation pour certains de ces anciennes colonies volontaire et politique, donc en soi c'est quelque chose qui est plutôt à mettre à son actif, la décolonisation volontaire. Et puis d'autre part, c'est accompagné de séries de mesures de coopération, de départementalisation, qui essayent d'approcher une forme d'égalité que certains considèrent comme étant déjà un acte de réparation. Donc vous voyez, tout ça c'est très complexe et il ne faudra pas suggérer que rien n'a été fait depuis la décolonisation. C'est pour ça qu'il faut poser le sujet par un dialogue sincère. Moi, je crois beaucoup, enfin, on avait évoqué ça à une émission précédente, ce sont des sujets qui doivent être traités, qui doivent être échangés, qui doivent être abordés sans tabou, mais sans non plus forcément orienter le débat pour dire si tu es contre l'excuse, ça veut dire que tu es un mauvais garçon. Il ne faut pas stigmatiser les orientations parce que c'est un sujet complexe. Daniel. Oui. Je voulais signaler sur la question des réparations que la Fondation pour la mémoire de l'esclavage a tenu au mois de décembre en interne avec toutes ces instances des ateliers sur la question des réparations. Et il y a eu une assemblée avec des tables rondes. Et puis, après, il y a eu des ateliers qui étaient le patrimoine et culture international, l'outre-mer. Et donc, je pense que dans quelques semaines, les travaux seront publiés avec des pistes qui sont, me semble-t-il, intéressantes. Et l'une des choses qui me paraît le plus important, c'est d'essayer de déconnecter l'émotionnel quand on approche de ces questions pour pouvoir privilégier la connaissance. Et notamment, lorsque la question des réparations en matière culturelle, moi je faisais partie de l'atelier patrimoine et culture, et l'une des questions, on parle des restitutions, comme tu as parlé du Bénin, mais il y a une chose qui est importante, ce sont les archives, l'accès aux archives. Faciliter l'accès aux archives, parce que ça permet d'avoir une vraie connaissance. Et donc ça, je pense que c'est un aspect sur lequel nous aurons à revenir. Emmanuel. Oui, enfin, et puis pour compléter tout ce qui vient d'être dit, je crois que la grande approche, c'est plutôt de projeter vers l'avenir, c'est-à-dire de se résoudre et d'être résolu à construire un avenir basé sur l'égalité, sur le respect, sur la solidarité. Et tu évoquais notamment des grands principes de mise à niveau des populations des ex-colonies par l'économie. Je crois que tu as raison. On évoquait par exemple le principe de zone franche sociale. C'est un moyen de donner des chances, de remettre les chances à niveau. Mais il y a d'autres grands chantiers. On évoquait récemment... Je n'ai pas cité pour ne pas te... Oui, non, mais bon, ça fait partie c'est considéré qu'à un moment donné, il faut prendre des mesures fortes pour donner des chances aux populations de retrouver un niveau d'égalité pour pouvoir mieux se comparer au reste du monde. Eh bien, ça fait partie des mesures qui pourraient être prises. Ben, c'est une affaire qui marche. Jingle. Alors, l'espace culture a été délaissé par Daniel, qui a un tas de choses plus importantes à faire que nous. Donc, c'est Emmanuel qui s'y est collé, pour parler vulgairement, et pour traiter un sujet qui est récurrent, qui nous préoccupe nous tous. Est-ce qu'on peut dire que nous sommes des créoles? Est-ce que la créolité, c'est un mythe ou est-ce que c'est une réalité? Est-ce qu'on peut y croire? Est-ce qu'on peut vivre créole? Est-ce qu'aux Antilles, on est créole? Ou est-ce qu'on est africain? Est-ce qu'on est afrodescendant? D'abord, on va revenir sur l'afrodescendance après, mais restons sur la créolité. Mythe ou réalité? Mythe ou réalité. Alors, je vais pas le traiter avec le brio qu'a Daniel pour traiter ce genre de sujet. Je vais essayer d'être assez schématique. La façon dont je comprends ce thème, c'est comment aborder notre identité. Soit on a une identité qui accepte toutes les influences qui nous composent, c'est-à-dire les influences africaines, européennes, asiatiques, levantines, amérindiennes. Et toutes ces influences composent une personnalité complexe, riche, qui ne cesse d'évoluer parce qu'elle s'agrège. Et ça, c'est la créolité. Soit on fait le choix d'une racine qu'on estime être dominante, et ça, on glisse vers
des identités, alors je ne sais pas comment les qualifier, mais monoracinaires, on va le dire comme ça. Et je pense que ça positionne bien le débat identitaire dans lequel on est aujourd'hui. Et je pense qu'il faut assumer le choix. Est-ce qu'on est créole au sens où on accepte tout ce qui nous compose et on ne fait que s'additionner, on ne rejette rien et on considère que la plus petite parcelle de l'autre qui est en nous devient une chance, et puis on s'en satisfait, et on en est heureux, et on grandit avec ça. Soit on considère que non, il faut qu'on enlève une partie de soi pour ne se concentrer que sur celle qu'on estime la plus importante. Et là, je pense qu'on se crée un malaise profond, parce que s'amputer, c'est se créer des souffrances. Donc moi, j'ai envie de poser le problème dans ces simples termes, et vous aurez compris en le posant comme ça que moi, je suis un farouche défenseur de l'idée de créolité. Je pense que nous avons la chance d'être dans un pays, et peut-être que sur la planète, il n'y a pas beaucoup d'individus qui peuvent se targuer de cette chance-là. Il y a un slogan que l'association Tous Créoles porte assez bien, qui est de dire « faire de nos différences une œuvre collective ». On est riche de 1000 influences, et ce métissage culturel touche à peu près tous les aspects de notre vie, la culture bien évidemment, la gastronomie, et notre manière d'être, notre manière de vivre, et surtout de se satisfaire de ces influences qui ne sont jamais figées. C'est-à-dire, et ça nous met un petit peu comment dire les choses simplement, en déséquilibre avant. C'est-à-dire qu'on a la chance de ne pas savoir comment on va terminer, on continue d'avancer, et on est bousculé par toutes ces influences qui fait que, eh bien, on vit dans une espèce de créativité permanente, parce que dès lors qu'on ne sait jamais où on va aboutir, eh bien, ça nous met en éveil. Et moi, j'aime cette créolité-là, et je pense qu'on a, encore une fois, une chance formidable. Faut en être fier, il ne faut rien retrancher de ce que nous sommes. Alors, il y a plein de manières d'aborder, de qualifier les composantes de ce que l'on est, mais c'est pas parce que on est martiniquais qu'on n'est pas français, ou qu'on n'est pas européen, ou qu'on n'est pas caribéen, et inversement. Et ça me fait penser à une phrase qu'un député franco-italien était venu nous dire il n'y a pas longtemps en Martinique. Il nous disait « Vous, Martiniquais, vous avez créé l'Europe ». Alors, on est un peu surpris. Il dit « Oui, vous, puisque vous êtes français ». Donc, vous, Martinique, vous avez créé l'Europe, alors que d'autres Européens n'ont pas créé l'Europe. Et il rajoutait, il disait « Comprenez que parce que vous êtes Martiniquais, quand vous êtes à Berlin, quand vous êtes en Pologne, quand vous êtes à Rome ou à Anvers, vous êtes chez vous, plus que d'autres pays d'Europe qui ne sont pas dans la convention de... Vous voyez, donc cette perspective-là me dit, c'est un peu la créolité qui nous ouvre au monde et qui nous doit nous rendre à l'aise dans ce grand espace qu'est le monde, et il faut accueillir tout ça comme ça. Daniel. Oui, alors je dirais une première remarque, tout simplement. Nous sommes fiers d'avoir une langue, et cette langue s'appelle le créole. On se bat pour qu'elle soit enseignée, on s'est battu pour qu'il y ait des humanités créoles, on s'est battu pour qu'il y ait un enseignement du créole, il y a même une agrégation du créole. Donc pourquoi tout simplement ne pas reconnaître ce qui existe et ne pas créer un débat là où il n'existe pas? Et puis, pour compléter, vous connaissez mon amour pour la création d'Édouard Glissant. Et Édouard Glissant, il explique bien que l'identité rhizome et non pas l'identité racine. Le rhizome, on voit bien tous partout où il va. Et puis surtout qu'il se relie à d'autres. Le rhizome, ça se relie à d'autres. La racine, elle est verticale et elle est unique. Donc par conséquent, nous avons cette chance. Ne la gâchons pas. Vous avez vu que quand même j'ai laissé Daniel intervenir sur le sujet préféré de tout son bagage culturel. Jingle pour un peu de musique, on va essayer de faire ce qu'on peut. Alors j'avais une propension à dire ouais, les frères des gens, Pétionville, ça c'est musique. Ça, c'est compas. Et puis, tous les trucs que j'entendais, là, avec des borboriques, non, avec des sons, etc., ça me semblait... Et puis, je me suis mis un jour, en me dodelinant, en volant dans la voiture, à me dire, mais c'est de la musique haïtienne. Allez, premier morceau.
camper dans casa pas les choix non. Avec $20 non. Bon 4 camper à $5. Ouais! Ça vient d'un crétin, y a pas de magie. On vient, on prend tout comme ça, y a pas de gâchis. Pas de semblant, full baby dans 4 matiques. Elle habite solo et ça c'est fantastique, ça c'est méchant. Y'a les baby, c'est large et c'est crazy. J'ai ton épaule, dis-moi, tell me. Si j't'ai poussé, money, pay me. Nah. Yo, Judas, précis comme le sable d'un Yakuza. Si tu marches with me, babe, c'est tout droit. Ta carte est plaque, disons alléluia. Da, da, da. Yo, Judas, précis comme le sable d'un Yakuza. Si tu marches with me, babe, c'est tout droit. Ta carte est plaque, disons alléluia. Da, da, da. Baby, j'ai l'étal, vini. Da, da, da. Vini, vini, pas timide. Da, da, da. Drive en Lamborghini. Da, da, da. Chérie, nous sous sa campé. Da, da, da. Bamele. Ah, na, na. Full BBL, baby. Da, da, da. Bamele. Ah, na, na. Chérie, nous sous sa campé. Da, da, da. J'étais enchanté. Capissa plus les compter. Je remercie Dieu parce qu'on a la santé. Je monte pas baby sinon y'aura trop de débats. Allez, trop talent. Depuis le vent de rose il y a trop talent. Jusqu'à m'a dit je t'aime mais c'est trop marrant. Cette bitch m'a dit je t'aime mais c'est trop marrant. Bon, c'est difficile à comprendre quand on est habitué au créole classique, mais ça reste créole. Ça reste dans la créolité. C'est Joé, il s'appelle Joé, il doit te filer. C'est son nom. Mais c'est une grosse star. Et je vous assure que son statut financier est très important. Alors, valeur de classe fit, on continue. Même si bouteille, la $5. Y'a remarque pas quitter mon frère. Ça qui est important, c'est l'espère. Toujours mettre cœur, côté au bon valeur. Moi, subis un peu l'injustice. Ça vraiment triste. Moi, fais un peu vieux sacrifice. Pour que je puisse. Quoi que ça qu'aime changer, c'est moi connais on fait tout parcours. On cherche l'amour. Moi pas dire c'est moi qui bon pour. Mais ça me promet tout. Ma pense où remet chaque jour. La mettre valeur sous. Moi promets tout avec mon pas. Bon, alors on va passer maintenant à un style beaucoup plus moderne de la musique haïtienne, contemporaine, actuelle. C'est un jeune chanteur qui s'appelle Tello. Parmi tout ça, où t'es montré, nous compter combien de monde qui me compte sur yo, mais qui montre me tromper, combien de monde m'apprend connaît, après qui m'apprend oublier, si c'est pour ça me compter, si c'est pour compter, combien de fois visage moi dit bien, mais m'a pensé à tout et tête moi, combien de fois me souffrir avec monde pour bien être l'équilibre le traite moi, confiance moi dans monde qui a planifié des fêtes moi, si c'est pour ça me compter, si c'est pour compter. Son mamie, soleil chaud qui vête sous tête li. Maman le dote qu'on fait ça, elle t'a fait ça, et t'es pour tête li. Là tout sourire soulève li. Fierté comme boussole, puis m'dit pour diable. Li fait dans ça, elle pral mourir dans ça. Puis m'tou penser à combien moun pour misère nous fait riche. Combien nous voter pour aller l'échelle, mais ambitieux fait li plus. Combien qui pour mettre changement, mais pas changer politique. Tellement nous pas croire dans mouvement. Nous croyons dans l'idée. Combien gang qui formé, combien l'école qui bâti, combien avenir qui gâché, combien obligé parti, combien projet qui commencé, qui pas fini et combien de monde qui vient dire nous comment l'argent réparti yeah l'aime pour comme bagan qui me cache bagan qui me perdit même ça qu'a forcé mais pour me faire opinion si vous d'accord sinon position par rapport à pam ba kembe rien juste là.
c'est la façon de réagir à ce qui se passe en Haïti, comment la jeunesse haïtienne vit, la jeunesse haïtienne qui est à l'extérieur, et ces mots sont très puissants. Je pense qu'on a un autre thème de lui, de Tello. Ouais, pour yo, ouais, pour yo, ouais, cap, ouais, pour yo, ouais, pour yo, ouais, pour yo, ouais, cap. Rends-nous compte que pour vivre, c'est où qui souffre. Rends-nous compte que sacrifice, c'est où pour faire. Rends-nous compte qu'il y a toujours voulu qui ça pour faire, tant qu'on veut vivre pour ta pièce, mon pas mourir pour. Le monde se comprend, il y a les conseils. Donc cette voix, vous avez vu, elle est celle de cette jeunesse qui parle rap, s'exprime sur les problèmes à la fois de l'immigration haïtienne, parce qu'ils sont plus de, je ne sais pas combien, en tous les cas, 2 millions à l'extérieur, et puis aussi sur les problèmes de la matrice du pays qui est barbarisé, puis un néologisme par les gangs et autres solutions atroces. Mais enfin, ce n'est pas un sujet sur Haïti, c'est un sujet sur la musique d'Haïti. Le dernier morceau qu'on va passer, c'est Abel Merrill, Tony Mix et DJ Amos, un peu du même style, frappé de modernité. Allons-y. Je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous. DJ Amos, Giacomo. Et jaloux parle, mais je les écoute pas. Je fais ma vie et personne ne m'arrêtera. Je garde ma joie, mais je ne la perdrai pas. Maman m'a dit qu'il n'a pas plus beau que moi. Tout ce qu'il dit, c'est que des blablabla. Ils ont tellement raconté sur moi. Ils avaient dit que je suis pas capable. Mais délirer tout ça juste pour me faire. DJ Amos, Pour me faire mal, Giacomo. pour me faire mal. Je m'en fous. 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 Si j'ai balance le son, on est prêt pour la faire. Tout le monde vient me trouver sur la piste de danse. Oh, on t'en détonne, mix pas parler français. Je m'en fous. Oui, ça veut dire que si on se campe dans son intellectualisme et puis qu'on reste sur des positions très éthérées, pas éthérées, parce que c'est comme la réalité, ce qu'on traite au quotidien. C'est vrai qu'on fait une émission pour une certaine partie de la population qui est proche de nous, mais si on pense aussi à nos enfants, à nos filles, parce que si vous voyez un petit peu des filles de 15-17 ans, quand elles sont réunies et qu'elles mettent ça, parce que je les vois, parce que j'ai des filles jeunes, vous sentez que c'est la vraie vie, que si vous ne vous préoccupez pas de ça, vous n'écoutez pas les thématiques, leur façon de traiter cette musique, de bouger leur corps, vous restez à côté de vos pompes. En tous les cas, je vous remercie d'avoir pris patience et d'avoir écouté ces morceaux, même si vous bavardiez pendant le rare moment où vous pouviez les entendre, ça n'a pas d'importance. C'est pas votre musique, je comprends, mais en tout cas, c'est celle de beaucoup de nos auditeurs qui seront contents de voir qu'on a mis une petite teinte de jeunesse dans cette émission de Vieux Corps. À la semaine prochaine et merci tout le monde.